Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Comment se porte le Cameroun? La question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Entre la crise sécuritaire qui frappe non seulement la partie septentrionale, mais aussi et surtout les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le pays est le théâtre d'appels au génocide lancés par des activistes de la diaspora. Une diaspora qui s'est illustrée au mois de juin par des manifestations qui ont obligé le président de la République du Cameroun à écourter son séjour privé du côté de la Suisse. À son retour, Paul Biya a décidé de proroger pour une deuxième fois le mandat des conseillers municipaux, jetant ainsi l'incertitude sur l'organisation des élections municipales, mais aussi législatives prévues pour cette année 2019. De tous ces faits marquants d'actualité, on en parle ce soir avec notre invité. Il est le vice-président et porte-parole du parti politique Les Républicains. Morgan Palmer est notre invité ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Cédric Jongo, merci de m'accueillir sur HTV. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis le 6 juin 2019 vice-président et porte-parole du parti Les Républicains. Je rappelle que de formation, vous êtes un journaliste. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement en politique aux côtés de Georges Gilbert Banla? Alors, c'est une très bonne question pour commencer une émission. Je dois dire que nous sommes partis d'un constat qui est très simple, c'est qu'on n'a jamais vu autant de divisions, autant de querelles fratricides, autant de conflits armés dans notre pays depuis son indépendance que ces derniers temps. Donc cela interpellait quoi? Cela interpellait le réflexe de citoyens de se dire que aujourd'hui nous sommes là, mais il faut peut-être qu'on questionne notre rapport à la postérité. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est quoi le Cameroun que nous souhaitons que nos enfants faire hériter à nos enfants demain? Et donc on s'est dit, parce que je suis un acteur de la société civile à la base, qu'il fallait pouvoir donner du pouvoir à nos idées, et la seule façon de donner du pouvoir à nos idées, c'était de s'engager dans le cadre d'une plateforme politique, donc en capacité de donner une vraie matérialité à toutes les idées qui nous passaient par la tête. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il n'y a aucune autorité morale au Cameroun qui s'est manifestée pour siffler la fin du bal. Le sultan Bombo Ndioya a pris une très belle initiative qui aura lieu, je crois, les prochains jours, mais avant lui, nous avons des grosses formations politiques dans ce pays, le RDPC, englué dans les querelles fratricides, le MRC, qui avait représenté un espoir d'alternance, lui aussi excellent dans les rhétoriques guerrières. Le RDPC est monté au créneau à plusieurs reprises, à travers ses députés, ses parlementaires. Mais aussi la manifestation qui a été prévue ce samedi, il faut dire qu'elle est à l'initiative des élites du RDPC. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, l'heure au grand rassemblement des Camerounais, moi je veux dire quel est le fondement existentiel du Parti républicain, puisque vous avez parlé de cette question, savoir qu'est-ce qui motive mon engagement, sachant que lors de la profession de foi que j'ai écrite à l'occasion donc de cette nomination, j'avais dit que j'adhérais au Parti républicain, pas pour ce qu'il était, mais pour que nous souhaitons collectivement qu'il devienne. Et donc nous on veut, au jour d'aujourd'hui, après avoir fait le constat qu'il y a une démission des principales forces politiques de ce pays à ramener la paix, à ramener le vivre ensemble, la cohabitation pacifique entre les différentes communautés sur la table, on s'est dit qu'il était temps aujourd'hui de rassembler, de réconcilier et de construire le Cameroun avec tous les talents, peu importe leurs obédiences convictionnelles, peu importe leurs accointances partisanes. Alors, donc, le Parti républicain a pour président un certain Georges Gilbert Banla. Est-ce que la personne n'a pas impacté sur votre choix? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a lancé le combat contre la prévarication il y a plus de 10 années à rebours. Il est le premier à l'époque qui a évoqué, le premier homme politique au Cameroun, qui a évoqué de manière très claire la question du vote des Camerounais de l'étranger, qui a évoqué en l'inscrivant dans le projet du Parti républicain la double nationalité pour les diasporas. Et donc, moi je suis un produit de la diaspora, je ne peux pas ne pas être sensible à la démarche de quelqu'un comme celui-là. En plus de son combat contre les prévaricateurs de la République, que nous pensons que c'est un combat qui était juste. Mais maintenant, il faut faire avancer les choses. Dénoncer, c'est bien, proposer, c'est mieux. Voilà.
et une bonne gouvernance, c'est le must. Alors, il se présente également comme le fils du président de la République du Cameroun. Non, il ne se présente pas comme le fils, c'est le fils du président de la République du Cameroun. Cette présentation, du moins cette partie de lui, n'a pas un peu influencé sur votre choix? Pas du tout, parce que peut-être en tirer des privilèges, parce que en tant que fils du président, il pourrait au lendemain peut-être succéder à son père. C'est vrai qu'on n'est pas dans une monarchie, mais... Alors, je vais vous décevoir, Cédric Jango. Je connais Gilbert Bangla depuis 25 ans. À l'époque où je l'ai rencontré la première fois, il était patron de presse pour le démenti. Oui. J'étais allé à l'initiative d'un de mes collaborateurs à l'époque, le rencontrer parce qu'on avait une situation notamment de filouterie avec un actionnaire indélicat qui était dans le tour de table d'une activité que nous avons montée ensemble. Et ce qui m'a frappé chez cet homme, dont je ne connaissais pas du tout l'affiliation avec le président de la République du Cameroun, c'est la spontanéité avec laquelle il a pris notre problème. Il l'a réglé alors qu'on ne se connaissait pas et il ne nous a rien demandé. Et donc moi j'ai gardé cette image de cet homme et il n'y a que 4 ou 5 ans que j'ai entendu parler de cette filiation avec le président de la République. C'est pour vous dire que notre relation elle est bien plus ancienne, et si vous avez fouillé un tout petit peu dans ma vie, vous devez savoir que je suis un homme de conviction. Si c'est pour les prébendes, si je veux avoir des situations personnelles réduisantes, j'ai pas besoin de venir faire de la politique au Cameroun, je peux le faire ailleurs. J'ai passé toute ma vie à faire mes armes, à travailler. Je suis un pur produit du travail. Oui. Aujourd'hui, ça m'ouvre beaucoup de portes dans le monde. Alors, et donc, quand je reviens au Cameroun, je reviens au Cameroun comme un citoyen préoccupé par le devenir de ce pays pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce que beaucoup de gens oublient que nous n'héritons pas du Cameroun de nos parents, mais nous le gardons pour nos enfants. Alors vous avez dit tout à l'heure que ce qui vous a fasciné, c'est notamment son engagement contre les prévaricateurs de la fortune publique, mais aussi, il faut noter qu'en 2018, il se fait expulser de son domicile pour filouterie de loyer. C'est quand même une dualité. Est-ce que cela ne met pas un doute sur la bonne moralité du personnage? Alors, c'est une très bonne question. L'information que vous la tenez d'un média. Oui. C'est un média qui a relayé, et ce média, aujourd'hui, nous sommes en procès avec lui. Bien donc, Georges Gilbert Bangla a porté plainte à la chaîne de télévision Vision 4 qui avait publié cette information parce qu'elle est fausse. Oui. C'est pas du tout ce qui a été dit dans ce média. Et d'ailleurs, si on parle tout à l'heure de son incarcération actuelle, on va en parler. Je vous dirais que ce n'est pas... Les deux affaires ont un lien. Parce que justement, Georges Gilbert Bangla a fait une citation directe au président du groupe L'Anecdote. Oui. Une citation, pourquoi? Pour diffamation, justement, sur cette affaire. Oui. Donc, citation... Alors, de quoi était-il question exactement, cette affaire de filouterie de loyer? Non, il en était rien. Il a été expulsé ou pas? On a eu à voir des... Il y a eu une expulsion, mais ce n'était pas une question de filouterie de loyer. Ce n'était pas pour des loyers impayés, c'était pour des raisons qui étaient politiques. Politiques parce que nous considérons aujourd'hui que le patrimoine du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le pétrole que nous avons au Cameroun, ce n'est pas pour le RDPC, ce n'est pas pour des individus, c'est un patrimoine camerounais. Oui. Alors quand vous avez des gens qui vont bâtir sur le patrimoine commun des Camerounais et qui perçoivent des loyers dessus, on peut comprendre qu'on soit dans des postures où on dit ces gens-là n'ont pas à privatiser la chose publique à leur fin. Donc voyez dans le geste de Gilbert Bangla un acte politique, pas un acte de filouterie, parce que vous avez dû bien vous rendre compte, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui n'a pas besoin de faire ça. Alors, depuis le 4 juin, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengi. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Alors, le 29 mai, il a été interpellé sur un vice de procédure, sur toute la procédure d'arrestation. Il a été interpellé dans la rue. Il n'a jamais eu de convocation. Il n'y avait pas de mandat d'amener. Il se retrouvait de bonne foi parce que son escorte a voulu, son escorte qui est militaire, a voulu s'opposer à cette arrestation. Et il leur a dit, non, laissez, si ces gens veulent parler avec moi, moi je vais à la PJ, je suis un honnête citoyen, j'ai rien à me reprocher. Oui. Il s'est retrouvé à la PJ face à des enquêteurs qui l'ont tout de suite mis en détention, c'est-à-dire qu'avant même qu'il n'ait été entendu, et quelques jours après, il a été écroué à la prison de Kondengi. Nous, on appelle ça l'enlèvement d'un homme politique et l'embassillement d'un homme politique. C'est honteux ce qui s'est passé, parce que nous sommes dans un état de droit. Le Cameroun, c'est un pays qui est respecté quand même, ne serait-ce que dans la zone CEMAC. Oui. Il est respecté pourquoi? Pour, jusque-là, la solidité de ses institutions. L'institution judiciaire, la magistrature suprême au Cameroun, c'est un corps qui ne devrait pas être instrumentalisé à des fins privées. Oui. C'est ce à quoi nous avons eu lieu.
Et si je vous dis instrumentaliser, je ne pars pas vite en conjecture. Ce que j'observe quand même, c'est que tous les vices de procédure que je viens de vous relever, le parquet était au courant de ça, mais ils ont quand même fait prospérer l'affaire. Vous savez que en matière judiciaire... Ce n'est pas une particularité de Bahongla aussi. Non, quand il y a un vice de procédure, l'affaire est frappée de nullité. Oui. Mais le parquet l'a laissé prospérer. Particularité de Bahongla, on comprend bien que le personnage gêne aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un contexte aujourd'hui de guerre. Ce que j'essayais de dire, c'est que ce n'est pas une particularité de Bahongla. On a vu d'autres hommes politiques se faire arrêter dans le même contexte. Non, pas pour diffamation. Lui, il a été arrêté. La plainte parle de diffamation. Donc il y a un flagrant délit sur diffamation, un flagrant délit qui n'existe pas. Parce que l'émission pour laquelle on lui reproche d'avoir commis cet acte de diffamation a eu lieu des semaines avant. Or, la notion de flagrant délit, c'est ce qui se passe là, à cet instant. Vous comprenez un tout petit peu? Donc on est sur quelque chose de bidouillé, de complètement manœuvré, mais qui n'a pas été manœuvré par des professionnels, qui a été fait à la va-vite. Aujourd'hui, ça met l'institution judiciaire camerounaise dans une situation d'inconfort. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'il a été rattrapé par ces frasques? Mais quelles frasques? Il s'est présenté comme étant le fils du président de la République, mais est-ce que cela lui donne le droit? Est-ce que le président de la République vous a dit qu'il n'était pas son fils? Je ne pense pas que vous soyez le porte-parole ou d'autres personnes soient le porte-parole du président de la République. Il est le fils du président. Vous pensez que quelqu'un va se lever et dire qu'il est votre fils, et vous avez la possibilité de vous défendre, vous ne défendez pas? Mais le chef de l'État ne l'a pas encore reconnu, du moins de manière officielle. Qui ne dit mon consent, monsieur? Est-ce qu'il vous a dit que ce n'était pas son fils? Est-ce que pour autant cela lui donne le droit de diffamer, par exemple? Mais il n'a pas diffamé. Je continue à vous dire que l'acte d'accusation parle d'une diffamation. Donc on est sur une procédure de flagrant délit qui s'avère complètement fausse. Parce que l'émission en question, qui a été tenue sur un média en ligne à Mercamer à Paris, a eu lieu le 19 mai. Lui, il a été interpellé le 29 mai. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de flagrant délit pour des faits qui ont eu lieu 10 jours auparavant. Donc on est complètement sur quelque chose de faux. Et en plus, je vais vous souligner autre chose. Nous sommes sur une procédure, la loi dit que quand on parle d'une diffamation sur un média, les deux personnes qui sont co-accusées, c'est le directeur de publication du média et la personne qui est censée présumer avoir prononcé les paroles diffamantes. Quel est l'état des lieux de la procédure à ce jour? L'état des lieux de la procédure, c'est qu'on est sur un enlisement. Parce que je vous dis, ça a été mal bidouillé par des gens qui décidément voulait nuire à un personnage qui gêne par son franc-parler. Je fais quand même remarquer qu'à l'heure qu'il est, malgré toutes les dénonciations qu'il a fait, personne n'a jamais gagné un procès contre lui. Personne n'a jamais dit « vous avez dit telle chose, tel jour, c'était faux, je vous poursuis en justice » et Bahongla a perdu. Et il fait depuis 10 ans. Donc au bout de 10 ans aujourd'hui, il devrait quand même jouir d'une certaine crédibilité. Et je veux quand même relever autre chose. D'un mot. Gilbert Bahongla a une filiation établie avec le président de la République du Cameroun. Vous savez, vous connaissez beaucoup de fils de chefs d'État dans le monde qui se mettent du côté des pauvres pour dénoncer les collaborateurs de leur père qui sont en indélicatesse dans la gestion. Ils ne sont pas nombreux. On devrait aujourd'hui avoir un traitement de héros pour ce personnage qui, à la limite, s'est sacrifié pour le Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au Parti républicain aujourd'hui. Nous pensons que nous devons arrêter de penser pour nous le nombrilisme qui nous a plongé dans la situation où le pays est aujourd'hui. Nous devons penser collectif, nous devons penser les générations d'après. Cela interpelle un sens sacrificiel. Et je crois qu'il a donné le ton, et puis nous autres, nous nous sommes engouffrés. Est-ce qu'il attend un acte présidentiel de son père pour parler au tribunal? Non, vous savez très bien que le président Biya, il est légaliste. Il y a une procédure judiciaire, on va laisser qu'elle aille jusqu'au bout. Hein, et puis, nous, on croit quand même, hein, parce que ce n'est pas parce que je vous dis que... Puisque vous êtes en train de remettre en doute la légalité. Oui, je vous dis les faits. Le président pourrait peut-être intervenir. Je vous dis les faits. Non, le président n'a pas à intervenir. Nous sommes dans un contexte où il y a la séparation des pouvoirs. Donc le président, c'est le pouvoir exécutif, il n'a pas à se mêler d'une affaire judiciaire. Par contre, sûr, il peut octroyer la grâce présidentielle. Par contre, la Constitution lui confère ce pouvoir. Grâce, mais on n'est pas encore, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour l'instant, pas de grâce. Mais ce que je veux dire quand même d'un mot, pour qu'on soit un peu plus sérieux, non, on est sur une affaire qui ne peut pas prospérer en l'état actuel parce que la justice camerounaise joue sa crédibilité
dans cette affaire. Je vous ai parlé des différents vices de procédure. Oui. On n'avait pas besoin d'avoir fait une grande école de droit Oui. pour voir tout de suite qu'on est sur quelque chose de complètement bidonné et ça ne peut pas prospérer longtemps. Donc on va vers un non-lieu ou alors vers une condamnation politique et dans lequel cas la justice devra assumer d'avoir été l'instrument des politiques. Alors cette mise en Pour détention... écarter notamment un adversaire politique dans la course à la succession qui est ouverte depuis un certain temps. Alors cette mise en détention a favorisé la décapitation du parti. Comment se porte le parti des Républicains aujourd'hui? Non, on n'est pas du tout décapité. Vous savez, on a la culture de la résilience. Oui. Non, je ne conteste pas ce que vous dites. Moi, je vous donne notre part de vérité. Allez-y. Oui. Alors nous, on a la culture de la résilience au Parti républicain. Vous savez, c'est pas la première fois que Georges Gilbert Baranla est interpellé. Oui. Il a été interpellé déjà par 2 fois. Une fois par Tutu Sédois, une autre fois par Ababa, en fait, Oui. sur les affaires qu'il opposait à ces 2 personnages. Nous connaissons la suite. La suite aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais prospéré. Il est toujours sorti haut de la main parce que c'est quelqu'un qui déclare des choses qu'il peut prouver. Mais je souhaiterais quand même qu'on parle, nous, des idées. Parce que je vais vous expliquer une chose. Allez-y. Au Parti républicain, la star, c'est le projet, c'est les idées que nous portons pour le Cameroun. Et nous interdisons de rentrer dans les querelles de personnes, là en l'occurrence en est une. La position qui a été celle du parti quand cette affaire a commencé, et là c'est le chef du parti par intérim qui vous parle, là maintenant, notre position a été de dire... Nous sommes pour le rassemblement, la réconciliation des Camerounais. On n'a pas vocation à prendre parti pour un camp. On s'est dit, Gilbert Baranla, le président des Républicains, et Jean-Pierre Amogo Belinga, le président du groupe Anecdote, sont 2 talents camerounais dont nous aurons besoin pour la refondation. Oui. Ils ont cheminé hier ensemble, ils ont développé des projets ensemble, ça veut dire qu'il y avait une estime mutuelle les uns pour les autres, mais comme dans la vie de tous les êtres humains, il peut arriver des moments des moments difficiles. Oui. Donc nous, notre rôle en tant que parti, c'est d'appeler à l'apaisement, au rassemblement, à la réconciliation de ces 2 talents du Cameroun dont nous aurons besoin pour le projet refondateur que nous avons pour le Cameroun. Alors votre parti a-t-il pour objectif la conquête du pouvoir? Bien sûr que nous avons pour objectif la conquête du Comment pouvoir. comprendre que, au vu des échéances électorales qui ont précédé, et même avant, vous n'ayez jamais déposé de candidature? Alors, je vais vous expliquer. Oui. J'ai pris la vice-présidence par intérim, donc la direction du parti, Oui. il y a quelques mois. Et je vous ai dit, dans ma profession de foi, ce que j'ai dit, c'est j'adhère au Parti républicain, pas pour ce qu'il était, mais pour que nous souhaitons collectivement qu'il devienne. Oui. C'est pour vous dire que je ne suis pas comptable des choses qui sont passées avant. D'accord. L'important aujourd'hui, c'est la nouvelle dynamique dans laquelle nous engouffrons, qui tient en compte une réalité. Les Camerounais souffrent. Oui. Vous voyez, des gens sont obligés de se transformer en bombes humaines pour donner un espoir de vie à leur famille. Boko Haram au nord. C'est quoi? C'est du désespoir. Et pendant que les Camerounais souffrent, je trouve ça complètement indécent de venir sur des plateaux de télévision, de continuer à se foutre sur la gueule, de s'insulter comme on le fait depuis 40 ans. Oui. Ça n'a rien apporté de positif pour notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la perspective de porter des solutions, de d'abord créer ce vaste rassemblement avec des talents de tous les côtés. Parce que pourquoi quelqu'un de brillant, pourquoi un type comme Messanga Yamding, un talent qui est au RDPC, n'aurait pas de place dans un projet inclusif pour reconstruire le Cameroun autour de talents? Pourquoi on ne travaillait pas avec le professeur Kamto, qui est un talent camerounais, sous prétexte qu'il appartient à une formation politique différente? Non, aujourd'hui, il faut qu'on mette balle à terre et qu'on focalise sur le projet de reconstruction de notre pays. Vous êtes plus sur pour une les dynamique générations. de rassemblement. Sur une dynamique de rassemblement et de construction, de solutions. Oui. Le Cameroun aujourd'hui a besoin de solutions. Vous voyez, on est en but aujourd'hui au problème sécuritaire dans tout le triangle national. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous avons décidé de faire de certaines parties de notre pays des territoires de relégation de notre misère sociale. Les gens en inactivité ont ressenti un vide existentiel. Et on le sait, parce que quand l'homme est en inactivité, il ressent ce vide existentiel. Il faut le meubler par quelque chose. Le premier vendeur d'illusions et d'espérance qui passe par là, il vous en fait des kamikazes. Donc nous, aujourd'hui, on a un projet qui est de dire que concernant notamment la ruralité, notre projet, c'est de relancer notre ruralité, mais autour de la fonction de travail. Ça veut dire quoi? À l'époque, vous aviez dans des villes comme Belabo, Edea et bien d'autres, des sociétés, des industries. À Belabo, vous aviez la Sofibel, à Edea, la Celucam, qui permettaient de fixer les gens localement, parce qu'ils créaient de l'activité, des emplois et des sources de revenus pour des gens qui n'avaient pas besoin de faire ces secteurs du rural auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc nous, on est positionné sur des solutions parce que nous pensons que le problème camerounais aujourd'hui est lié. On ne peut pas le régler
en prenant des petits bouts. Alors, oui. Pour faire passer vos solutions, il faudra gagner d'abord la bataille politique. Bien sûr. Alors, comment comptez-vous aborder, par exemple, les prochaines consultations électorales, notamment les législatives, les municipales et probablement, et très certainement, pas probablement, l'élection régionale, les élections régionales? Oui, vous avez raison que pour faire mettre toutes ces idées en pratique, il faut conquérir le pouvoir. D'aller avancer de manière solitaire, avec des coalitions. Attention, vous savez, j'ai une très grande expérience politique qui se fonde sur le fait que j'ai chroniqué la politique ces 20 dernières années, un peu partout dans le monde. Donc j'ai bien compris une chose, on n'arrive à rien tout seul. Il faut à un moment donné, quand vous avez un pouvoir comme celui du RDPC, la majorité en place, qui a pris 40 ans pour se construire, se consolider, se solidifier, c'est une mastodonte. On ne va pas au combat contre elle en étant naïf. Il faut bien à un moment donné penser à des alliances, penser au rassemblement, surtout qu'aujourd'hui, il y a une chose qui devrait être l'objet de convergence entre tous les acteurs politiques qui sont animés de sincérité. Parce que tout le monde n'est pas toujours sincère dans le monde politique. Vous avez beaucoup de ceux qui font de la politique politicienne. Nous, on est habités par de la sincérité. Apporter quelque chose aux générations d'après. Construire, poser les jalons du Cameroun pour les générations d'après. Donc, alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, bien entendu, les prochaines élections locales, législatives, sont dans notre viseur. Nous, on est de ceux qui pensent que le pouvoir, on doit le conquérir par la base. Et il ne faut pas forcément, vous allez me faire certainement le reproche tout à l'heure, pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel. Je ne saurais pas vous répondre puisque je n'appartenais pas au parti, mais ce que je peux vous dire, compte tenu de la nouvelle dynamique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous considérons que le pouvoir, il doit se prendre par la base. Il va falloir que nous soyons forts, que nous puissions influencer les politiques locales au niveau de nos collectivités décentralisées pour pouvoir à terme, arriver à aspirer à la magistrature suprême. Bien sûr, il faut dire que le travail a déjà été engagé. J'ai eu à consulter sur votre site internet où des appels à candidature avaient déjà été lancés, mais ceux pour l'élection. Le casting politique. Le casting politique, oui, merci. C'est une innovation que nous venons de mettre en place. Quel en est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut connaître le taux de participation, par exemple, le taux d'adhésion, j'allais dire, des Camerounais à ce... Alors, je vais faire une confidence. Allez-y. Nous, la vision que nous avons au Parti républicain, c'est de faire de la démocratie participative. Vous savez, le carburant de toutes les sociétés humaines, c'est l'espérance. Il se trouve que pendant ces 40 dernières années, il n'y a pas de renouvellement de notre élite politique. Notre leadership politique est toujours détenu par les mêmes apparatchiks qui finissent par fatiguer. Si vous voyez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est due qu'à ça. Elle est due au fait qu'il n'y a pas eu de renouvellement du leadership et donc les gens n'ont plus d'espoir. Pour ramener cette espérance, d'abord, il faut implémenter les politiques publiques en intégrant ou bien en collaborant avec les gens qui en bénéficient. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est quoi? On a une majorité qui décidait de ce qui est bien pour les gens ou pas, sans associer ces gens. Donc nous, avec cette démocratie participative, nous avons deux ambitions. La première ambition, c'est de renouveler le leadership politique, parce que nous pensons qu'il y a dans les 25 millions de Camerounais beaucoup de talents qui sont dans leur quartier, mais qui ont observé la vie politique du Cameroun avec des renouvellements dans les familles. C'est un tel dont le père a été ministre, le fils va être ministre. Non, nous on ne veut plus ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, nous, c'est de faire émerger un nouveau leadership pour faire naître une nouvelle espérance. Et maintenant, notre projet, celui que nous portons en tout cas, il va être élaboré en partenariat, en association avec les gens qui doivent en bénéficier, avec les populations locales. Donc c'est ça l'idée du casting politique, qui est de dire à des gens qui se sentent une aspiration à s'engager pour leur pays en politique, de prendre leurs responsabilités, de nous envoyer une vidéo d'eux sur WhatsApp, on a un numéro, et dans cette vidéo, ils nous disent quelles sont leurs motivations, quel est l'homme politique qui a été leur inspiration, quel est le projet qu'ils souhaitent porter, dans quelle circonscription ils veulent se présenter, et le Parti républicain va les investir sur leur candidature, retient notre attention. Alors la dernière élection présidentielle d'octobre 2018 a vu émerger une nouvelle classe de leaders politiques, notamment le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui au lendemain des élections a revendiqué la victoire, ce qu'il continue d'ailleurs de faire aujourd'hui. Il avait engagé une série de manifestations, mal lui en a pris, il a été placé en détention provisoire à la prison centrale de Konengi. Quel est le regard que vous portez sur le parti politique de MRC aujourd'hui? Alors, moi je vais vous dire une chose. Nous avons
Nous venons avec beaucoup d'humilité au Parti républicain parce que nous pensons que c'est ce manque d'humilité qui a plongé le Cameroun dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc cette humilité fait quoi? Elle nous oblige d'abord à reconnaître le mérite des formations qui sont là depuis et qui ont prospéré. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le RDPC, qu'il les ait fait bien ou mal. Ce que j'observe quand même, c'est que c'est une formation politique qui s'est construite ces 40 dernières années, qui s'est consolidée et qui aujourd'hui est en situation d'être un adversaire sérieux. Donc, il faut du talent pour faire ce qu'ils ont fait. J'ai aussi beaucoup de respect pour le MRC, du professeur Maurice Kamto. J'ai du respect pour eux. Pourquoi? Voilà une formation qui a été créée il y a à peine 5 ans, qui se présente la première fois à une élection présidentielle et qui, à l'issue de cette présidentielle, devient la deuxième force politique du Cameroun. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le Cameroun, c'est le pilier de croissance. Vous estimez que le MRC est le principal parti de l'opposition? Ils sont deuxième à la présidentielle. Donc, au moins, leur leader est la deuxième personnalité politique d'opposition et la première personnalité politique d'opposition au regard des dernières consultations électorales. Il faut un talent fou pour faire ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'il y avait avant eux des partis comme le SDF, 30 ans d'existence, qui sont vus damer le pion comme ça par un nouveau venu, on ne sait pas comment ça s'est passé, ça s'est vite fait. Non, donc moi j'ai du respect pour ces gens. Et aussi quand on parle du SDF, j'ai du respect pour eux. Parce que John Fondi a été dans la même situation que Maurice Kamto il y a 30 ans à rebours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été républicain, il n'a pas appelé le Cameroun à brûler. Donc, mais quand j'ai fini de dire ça, quand j'ai fini de respecter ces gens qui sont là avant, qui sont des gens méritants, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'avenir, c'est devant, c'est pas derrière. Et aujourd'hui, aucune de ces formations que je viens de vous évoquer n'est dans l'esprit de penser au futur du Cameroun, de penser aux nouvelles générations, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Donc c'est à ce niveau que nous pensons, au niveau du Parti républicain, qu'il faut mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'il dépasse même notre propre parti. Parce que ce dont je vous parle, c'est d'un mouvement républicain qui soit au-dessus des partis. Nous, on a juste eu l'idée de mettre en place ce mouvement, de l'animer, mais à terme, nous n'avons pas vocation forcément à le diriger. On veut mettre en place une plateforme commune pour le bien du Cameroun, avec les Camerounais de toutes les sensibilités, les femmes, la diaspora. Oui, ça on a compris. Sur le MRC, justement, est-ce que vous êtes par exemple pour la libération bien sûr. De tous les prisonniers incarcérés dans le cadre des marches dimanche? Nous sommes pour le rassemblement, la réconciliation et la construction du Cameroun par tous ses fils. Et donc on ne peut pas tenir un discours comme celui-là, dire que nous sommes pour une politique inclusive, donc un projet de refondation inclusif avec tous les Camerounais, et se réjouir de savoir que nous avons certains Camerounais qui sont en prison et d'autres pas. Et ça va même au-delà de la politique. Vous savez, c'est la semaine dernière, j'ai été saluer le président Mota, le vice-président du MRC, la présidente de Konengi. J'étais le salut républicain, mais un geste aussi fraternel, pour dire que à la fin, nous sommes tous des Camerounais. Il va falloir qu'on ait l'intelligence de taire nos querelles, de taire nos problèmes d'ego, s'asseoir autour de la table et penser pays. Donc nous, on est pour la libération de tous ces talents camerounais qui sont enfermés, et pas que dans la politique. Vous voyez, aujourd'hui, notre prison est peuplée de qui? Elle est peuplée d'anciens responsables qui ont été pris en délicatesse de gestion. Ils sont enfermés. Nous, on pense qu'après la moralisation, il faut la réhabilitation. Parce que c'est des talents, c'est des gens qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont peut-être commis des fautes, c'est vrai, mais qui ont commis des fautes dans un système qui lui-même était déjà faussé dans son ensemble. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Dire que ces gens ont pris de l'argent dans les caisses de l'État juste pour jouir, c'est pas vrai. Quand vous allez dans les cabinets de ces gens-là, vous trouvez des foules de gens alignés. C'est pas tous des usagers, c'est de la famille, c'est des connaissances. Qui vient avec la facture des soins, qui vient avec la facture... on ira libérer toutes les prisons du Cameroun. Le projet que nous portons aujourd'hui, c'est celui de la refondation. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit capable de faire table rase, considérer qu'on est sur un échec systémique. Donc il faut repenser le système. Pour repenser le système, il faut absolument absoudre le maximum de gens de leurs crimes et de partir sur un nouveau. Parce que si vous êtes dans un environnement où on vous dit que la norme c'est voler, c'est détourner le bien public, c'est de se comporter de manière immorale. Si vous vous comportez de manière immorale, vous n'avez pas de culpabilité spéciale à le faire. Donc nous, aujourd'hui, on veut un nouveau projet, un nouveau projet civilisationnel pour le Cameroun qui va maintenant mettre des valeurs. La méritocratie, elle a disparu. Vous voyez des gens comme vous, journalistes brillants, jeunes journalistes brillants, vous êtes là. Je ne suis pas sûr que si on était dans un système vraiment de méritocratie, vous n'aurez pas une meilleure place ailleurs. Donc il faut ramener tout ça
au cœur de notre système. Et pour ça, il faut qu'on réconcilie, qu'on se réconcilie. C'est très important. La réconciliation, ça on l'a compris. Revenons sur l'élection d'octobre 2018. Élection au terme de laquelle, du moins au cours de laquelle s'est créé un discours haineux en direction des tribus. C'est développer une forme de stigmatisation interethnique manipulée, nous disent certains, par des hommes politiques. Comment est-ce que vous percevez l'émergence du discours de haine sur la scène politique? Alors, je vous ai dit qu'à la base, je venais de la société civile. Oui. En octobre dernier, j'avais conduit, dans le cadre du comité veille civique citoyenne que je co-présidais, j'avais conduit une mission à Baham quand le chef des Bahames a eu des difficultés. Donc je suis allé à Baham lui porter notre salut républicain, lui apporter notre soutien et lui dire que nous étions très attachés d'abord au respect de nos autorités traditionnelles, mais en plus de ça, à la tradition du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique que nous avons hérité des pères fondateurs de notre pays. Alors quand je vous ai dit ça, c'est l'homme de la société civile. Aujourd'hui, je suis un homme politique. Je ne peux pas avoir un discours qui ne soit pas en cohérence avec mon action passée dans la société civile. Donc nous, on pense aujourd'hui qu'effectivement, il y a une part d'instrumentalisation, que cette stigmatisation, de toute façon, ne profitera pas aux Camerounais, parce qu'il faut toujours, pour nos frères qui nous regardent à la maison, qu'ils sachent que celui qui a du mal à manger dans un environnement de paix ne pourra pas le faire davantage s'il y a la guerre. Voyez ce qui s'est passé dans le nord-sud-ouest aujourd'hui. Les promoteurs de cette guerre, de cette haine, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé des populations qui fuient la guerre. On parlera de la crise anglophone tout à l'heure. Des jeunes filles qui se retrouvent dans des villes comme Douala et Yaoundé où elles n'ont aucune attache à vendre leur corps, pendant que les enfants de ces promoteurs sont dans les grandes universités, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple camerounais est réceptif à ce discours? On a vu par exemple un activiste bien connu de nationalité américaine mais d'origine camerounaise, Alain Patrice Nganon, appelé par exemple au génocide d'une ethnie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Camerounais, de manière générale, sont réceptifs à ces discours de haine qui viennent pour la plupart du temps des activistes de la diaspora? Oui, alors, il faut savoir déjà pourquoi ils le font, les activistes de la diaspora. J'observe que la personne dont vous avez parlé tout à l'heure n'est pas à son coup d'essai. On est sur une récurrence quand même de ce type de message. Donc, qui est le sponsor? Pour qui il travaille? Il faut toujours se poser ces questions. Et quand vous avez répondu à la question, vous comprenez que la personne, l'intérêt des gens pour qui il travaille n'est pas l'intérêt des Camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même un peuple suffisamment mature. Et de toutes les façons, c'est difficile de foutre la haine au Cameroun. Parce que les communautés auxquelles ils s'adressent sont des communautés qui sont implantées partout au Cameroun depuis toujours. Et qui vivent de manière pacifique. Vous n'allez pas me dire qu'un Bamileke, puisque c'est la communauté à laquelle il s'adresse, qui est à 100 minima depuis 40 ans, qui a vu tous ses enfants naître, qui a fait des enfants avec des femmes de là-bas, aujourd'hui soit subitement habité par un discours haineux. C'est juste pas possible. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse part d'instrumentalisation. Mais cette part d'instrumentalisation peut aussi être justifiée par le contexte géopolitique mondial dans lequel on est. L'ère aujourd'hui n'est pas à la pacification des États. Vous savez, quand les ressources se font rares, on commence à avoir des conflits qui se multiplient. Le Cameroun aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Nous avons des importantes ressources qui ne sont encore pas exploitées. C'est tout bénef pour des gens malveillants, pour certaines grandes puissances malveillantes. Vous voyez la mainmise des États-Unis, par exemple? Je ne pourrais pas le dire. Il est américain. Je ne pourrais pas le dire. Il vit sous le sol américain, mais ses actions peuvent être inspirées d'ailleurs. Donc je ne peux accuser personne, parce que ce ne serait pas du tout une déclaration responsable, étant donné qu'on n'a aucune preuve. Mais ce que je veux quand même dire, parce qu'on a vu dans d'autres pays avant, c'est que certains conflits sont agités pour ensuite venir sous-traiter les résolutions de paix. Mais entre-temps, ça ne bénéficie pas aux populations locales, ça bénéficie aux sponsors. Donc, je vais appeler quand même les gens à prendre la distance avec tout ce qu'on peut entendre dit par ces gens dont vous parliez tout à l'heure. Et tous ces gens-là, s'ils aimaient vraiment beaucoup le Cameroun, ils seraient au Cameroun en train de batailler pour que la situation change. Parce que nous sommes d'accord sur une chose, c'est qu'on ne peut plus continuer avec le système actuel. Vous voyez le niveau d'inégalité
auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Oui. Inégalité, mauvaise répartition de la richesse. Vous avez des gens, une personne qui a ce qui peut permettre à 1000 personnes de vivre. Il n'y a pas de solidarité. Ça finit par créer de l'aigreur. Et c'est le problème dont souffre le Cameroun aujourd'hui. Au-delà de ces appels à la haine, il faut quand même dire que le climat est quand même tendu, même au niveau du sol camerounais, entre ces discours qui relèvent du tribalisme. Comment est-ce qu'on en sort finalement, selon vous? Beaucoup pensent qu'on peut, par exemple, voter une loi anti-tribaliste, ce serait la solution? Oui, moi je pense qu'il est du tribalisme comme du patriotisme. Oui. C'est des sentiments qui ne se décrètent pas. Ok, on sera dans la répression. Vous savez, moi je me suis dit que... Mais il faut réprimer les écarts. Oui, il faut réprimer, on est d'accord. Oui. Qu'on ne peut pas laisser dire en République aux gens certaines choses qui sont de nature à menacer la fragilité de nos jeunes États. Donc effectivement, à un moment donné, il va falloir légiférer sur ces questions, même si moi je verrais dans cette légifération une vraie régression. Comment on part d'il y a 60 ans avec les Oumiobe ou Andjé qui n'avaient rien à voir les uns les autres? Comment on part de la conférence de Fumban avec tous ces Camerounais venus de tous les peuples, les différentes communautés camerounaises ensemble? Comment on part de ça pour que 60 ans plus tard, on en soit à se dire Cédric Djongyo, il est de Boya ou il est des Bolova? C'est une vraie régression. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir, c'est pour ça que vous devez soutenir l'émergence des forces politiques comme la nôtre. Parce que ce qui fait ça, ce qui fait prospérer ce type de discours, c'est l'absence de propositions, la vacuité qu'on peut observer dans les propositions politiques. À partir du moment où on ramènera tout le monde sur le champ de la construction du développement, vous verrez que des discours comme ça auront du mal à prospérer. Aujourd'hui, il faut orienter, il faut formater le cerveau des Camerounais différemment, les amener sur des solutions. Aujourd'hui, vous mourrez parce que vous ne pouvez pas vous offrir une aspirine. Nous, on veut mettre en place une assurance maladie qu'on va financer par une espèce de TVA indirecte et qui sera indexée sur les produits de première nécessité. La conséquence directe, ce sera quoi? Ce sera que chaque Camerounais qui est malade a accès aux soins, qu'il ait de l'argent ou pas. Et si on a des gens qui sont en santé, à ce moment, on peut commencer à penser le développement, puisqu'on a besoin des gens valides pour travailler. Et si on travaille, on crée de la valeur ajoutée qui profite à tout le monde. Donc, il faut ramener les gens sur le terrain des propositions. Nous, on ne travaille que sur les solutions aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin de tous les talents. Alors, nous vous avons sur ce plateau et nous voulons également votre regard, parce que vous êtes un ancien membre de la diaspora, il faut le dire. Quelle est la perception que vous avez sur ce mouvement de la diaspora, dénommé, regroupé au sein de la brigade anti-Sardinard, qui s'est manifesté le 29 juin dernier par des hostilités vis-à-vis du président de la République, qui s'y trouvait en séjour privé. Je l'ai dit en introduction, selon le journal La Tribune de Genève, eh bien, ce sont ces manifestants qui ont poussé le président de la République hors de Genève. Quelle est la perception que vous avez dans tel mouvement, vous, en tant qu'ancien membre de la diaspora? Alors, ce qu'il faut dire, pour commencer, c'est que nous condamnons sans réserve ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas l'homme Biya qui a été attaqué à Genève, c'est l'institution. C'est l'image de marque de tout un pays qui a été mise à mal par ces manifestations que je trouve maladroites. Maintenant, quelle est la lecture que je fais de tout ça? On ne peut pas dire d'emblée que la diaspora camerounaise est composée d'irresponsables, des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Non. Le dire, ce serait faux. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité sociale du Cameroun est sous-traitée aux individus. C'est ces gens-là, vous ne pouvez pas envoyer l'argent que vous travaillez difficilement dans des contextes où il y a une rigueur de la vie et tout, vous envoyez cet argent tous les mois dans un pays si vous n'aimez pas ce pays. C'est des gens qui aiment le Cameroun. Le problème qui s'oppose aujourd'hui, c'est qu'ils expriment chacun de sa manière son ras-le-bol. Et une forme d'exaspération. Il y a une exaspération. Je vous ai parlé tout à l'heure du partage de la richesse, du statu quo dans lequel nous sommes depuis des années. Depuis combien d'années nous dénonçons au Parti républicain via notre président Georges Hibert Bangla depuis plus d'une dizaine d'années. On crie à la prévarication, mais rien n'est fait. Quand rien n'est fait, ça pousse les gens aux extrémismes. Vous savez, c'est l'élitisme des élites qui provoque le populisme du peuple. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des élites qui ont fermé leurs oreilles, qui ne veulent rien entendre,
qui ne veulent faire aucun effort pour que les choses avancent. Et qu'est-ce que ça donne? Ça finit par radicaliser les gens. Alors vous avez l'impression que les revendications sont légitimes, mais la méthode n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne, je vais vous dire pourquoi. La responsabilité, nous, de la diaspora, que nous avons vis-à-vis du Cameroun, c'est de considérer chaque membre de la diaspora comme un ambassadeur du Cameroun. Ambassadeur, on vend une image positive. Vous savez, la difficulté que nous, on a d'aller convaincre des investisseurs sur les plateformes internationales, leur dire, venez au Cameroun, venez investir. Parce que nous y avons nos jeunes frères qui sont en chômage de masse. Il faut mettre en face des industries de masse pour résorber ce chômage. On n'a pas cet argent localement. On est obligé d'aller le chercher sur les plateformes internationales. Mais comment convaincre les gens à partir du moment où l'image que leur envoie notre pays et qui est véhiculée par nos propres frères, c'est cette image négative. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Je pense que notre linge sale, on peut le laver en famille. Quand vous allez en week-end, place de la République, ou bien, je ne sais pas où, dans Paris ou en Europe, et que vous commencez à taper du tam-tam pour dire que votre pays, c'est le pire des cauchemars, qu'on y mange des enfants et tout, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que si on ne respecte pas votre pays, on ne vous respectera pas vous davantage. Donc je crois que le mode opératoire des gens qui sont dans la contestation, bien que ce qu'ils contestent soit légitime, le mode opératoire, il n'est pas du tout raisonnable. Il n'est pas porteur de valeur ajoutée, ni pour eux, ni pour le pays. Donc il faut revoir, il faut se rasseoir, penser en termes de stratégie. Je vous ai dit que vous avez quand même en face un parti qui a 40 ans de pouvoir, qui s'est consolidé, qui a lutté pour être là. Vous n'allez pas les renverser juste en faisant des incantations, en faisant des mouvements de bras. Il faut mettre en place une stratégie, une vraie réflexion, et nous avons des pistes. Nous, ce qu'on veut faire pour cette diaspora, c'est de mettre en place un ministère chargé de l'intégration de la diaspora. Ça nous permet de juguler le millefeuille institutionnel, un ministère qui aura la vocation de développer des relations transversales avec tous les autres ministères, pour faciliter quoi? L'incubation des projets portés par les gens de la diaspora. Alors, sur la double nationalité, justement, est-ce que vous êtes favorable à cette sollicitation de la Bien sûr, Georges-Gilbert Bahangla, le président des Républicains, il en parle depuis au moins 7 ans. Aujourd'hui, il est le premier qui a milité pour le vote des Camerounais de l'étranger. Il est le premier qui parle de d'accorder la double nationalité aux Camerounais. C'est tout bénéf pour notre pays au jour d'aujourd'hui. Nous avons des chercheurs qui sont là, qui peuvent aller travailler à l'étranger, nous ramener des devises au Cameroun, qui parfois ne vont pas dans des missions juste parce qu'ils sont bloqués par des questions de visa. Il faut penser la chose de la double nationalité sous son aspect économique aujourd'hui. Donc nous, on est favorable et on va le mettre en place immédiatement si nous arrivons aux affaires. Nous allons rationaliser la relation avec nos diasporas, leur donner toute la place qui est la leur. On doit quand même du respect à des gens qui nous envoient beaucoup d'argent tous les fins du mois pour soutenir la stabilité du pays. Vous imaginez que la diaspora arrête aujourd'hui d'envoyer de l'argent? C'est la chienne d'île qui s'installe dans notre pays. Parce que vous avez des gens qui vont se retrouver sur le carreau, des familles qui vont être dans la décrépitude totale. Donc ces gens-là, on leur doit du respect. Mais en revanche, eux aussi, ils doivent avoir une démarche de responsabilité dans tous les actes qu'ils posent. La sortie de Genève, c'était un raté. C'est quelque chose qu'on doit très rapidement oublier et qui ne doit certainement pas se reproduire. Alors, la question qui a été posée sur la table des débats en Suisse, c'est faut-il continuer à recevoir des dictateurs sur le sol helvétique? À cela s'ajoute la pétition signée par près de 12 000 personnes, initiée par le parlementaire suisse Sylvain Tevos, qui appelle à déclarer Paul Biya persona non grata en Suisse. Est-ce que ces manifestations de Genève et tout ce qui a suivi pourraient peut-être amener le chef de l'État à reconsidérer sa position sur la Suisse, sur ses séjours privés au Cameroun, et pourquoi pas créer une ambiance suisse à Yaoundé? Déjà, moi, je ne suis pas d'accord sur l'appellation dictateur. Parce que si le président Biya... Non, elle n'est pas de moi, elle est bien... Non, on est d'accord, j'ai bien compris que ce n'est pas de vous, vous citez... voilà. Donc, je ne suis pas d'accord sur l'appellation dictateur, parce que pour moi, si Paul Biya est dictateur, alors moi, je suis un évêque. Vous voyez la situation dans laquelle notre pays est aujourd'hui? C'est un libertinage, un désordre total. En dictature, il n'y a pas de désordre. On met les gens au pas. Comprenez? Nous sommes dans un désordre total où on enferme des gens parce qu'ils ont été coupables de crimes, notamment dans la gestion des affaires publiques, et le lendemain, vous en avez d'autres qui font la même chose. Les gens ne se comportent pas comme ça en dictature. Vous comprenez? Donc le Cameroun est tout
sauf une dictature. Il y a même trop de liberté. Nous, on est pour qu'on ramène un tour de vis autoritaire, si nous arrivons aux affaires, parce qu'on ne peut pas se développer dans la cacophonie que nous sommes en train d'observer, et que justement, à favoriser, à mettre en place la majorité actuelle. C'est une erreur de penser le Cameroun comme une dictature. Regardez tout ce qui se dit. Voyez des gens, ils font pipi partout, vous écrivez interdit d'uriner ici, mais ils viennent quand même faire pipi là. Et vous appelez ça dictature? Une dictature, c'est un pouvoir autoritaire, vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez. Oui. On est dans tout, sauf dans une dictature. Là, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Oui. Oui, mais sur les séjours récurrents du président de la République en Suisse, par exemple, et même en Europe, est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Le problème, c'est quoi? Vous savez, nous sommes, nous, des démocrates au Parti républicain. Donc, nous sommes un parti libéral. Hein, et chez nous, il est important que l'individu ait la liberté, jusqu'à une certaine mesure, de faire tout ce qui est utile pour lui à son épanouissement. Oui. Est-ce que le fait que le président aille ensuite en Suisse, il n'en a pas le droit? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est... Non, j'essaie de reprendre votre question. Est-ce que c'est un acte illégal pour un chef d'État d'aller de choisir le lieu de son choix pour se reposer? Je ne pense pas. Donc à partir de ce moment, non, il ne faut pas qu'on entre dans le populisme. Nous, on est pour les vrais problèmes, pour apporter des vraies solutions aux problèmes des Camerounais. Et ces solutions, nous y travaillons au quotidien. Tout le reste, c'est de la distraction. Et d'ailleurs, je soupçonne une certaine opposition de jouer de ce jeu pour détourner les Camerounais des vrais sujets qui devraient les rendre focus. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse. Plus de 60% de cette jeunesse est en chômage. Personne n'en parle. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 10 ans? Nous avons eu 253 000 bacheliers cette année. Où iront-ils? Où iront-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un débat, c'est de dire, bon, nous, on va aller chercher l'argent sur les plateformes, on va venir, avec cet argent ici, financer des industries, donc permettre que des privés viennent financer des industries, mais avec un cadre attractif sur le plan de la fiscalité. Et c'est ce qu'on veut. Nous, on veut qu'on parle de développement, qu'on dise, bon, le jeune Camerounais qui travaillait toute sa vie dans le système d'aujourd'hui, en étant locataire, il paye 50 000 francs de loyer, en fin de carrière, quand il va en retraite, il est toujours locataire. Et parfois, s'il n'a pas une grande retraite, il se retrouve un retraité pauvre. Oui. Nous, ce qu'on veut mettre en place, juste d'un mot, et puis... Allez-y. Oui. Ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, c'est de favoriser l'accès à la propriété pour tous les jeunes Camerounais, pour faire reculer la pauvreté. C'est-à-dire quoi? C'est de transformer les loyers. Le bonhomme qui paye 50 000 de loyer aujourd'hui, ces 50 000, on les transforme en traite. De telle sorte qu'au bout de 20 ans, le loyer devient, la maison devient sa propriété. Vous voyez, on est sur des solutions comme ça. Nous y travaillons avec des grands groupes immobiliers à qui on va donner un accès privilégié au foncier avec les collectivités locales, leur permettant de développer des projets intégrés, incluant des maisons d'habitation. Et puis maintenant, on a la possibilité, nous, au niveau central de l'État, de plafonner ces maisons, de dire nos maisons n'iront pas à plus de 12 millions. Oui. C'est entre 10 et 12 millions pour les 100 mètres carrés et remboursable en 20-22 ans. Ce que ça aura apporté de nouveau, c'est que le jeune qui commençait à travailler à 22-23 ans, qui était locataire, il ne sera plus locataire, il sera propriétaire de sa maison. Oui. Donc, il faut qu'on soit sur les projets. Bien sûr. Alors, à vous entendre, et vous me corrigerez peut-être, nous sommes plus sur la dynamique de le Cameroun va mal, il y a des responsables, mais vous semblez un peu dédouaner le chef de l'État. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le premier responsable, le premier chef. Le premier responsable, la situation actuelle, c'est la personne à qui nous avons donné un mandat. Oui. Parce que les gens confondent toujours tout en Afrique. Le président de la République, ce n'est pas le patron des Camerounais. C'est les Camerounais qui sont les patrons du président de la République. Oui. Parce que c'est le peuple qui lui a donné un mandat pour qu'il fasse son travail. À partir du moment où ça ne marche pas, nous, on ne connaît pas les ministres. Les ministres, c'est son casting. Oui. Donc c'est à lui d'assumer. Donc évidemment, cette discussion, nous l'avons au sein du Parti républicain, parce que comme dans toute formation politique démocratique qui se respecte, il y a l'existence de plusieurs courants. Il y a justement un courant qui est pour absoudre le président de ses crimes et de ne condamner que ses proches collaborateurs. Oui. Moi, je fais partie du courant dans les Républicains qui pensent que nous sommes sur une responsabilité collective. D'accord. Oui. On vous a compris, il nous reste 10 minutes très exactement et on utilisera ces 10 minutes pour parler de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela fait exactement 2 mois que le Premier ministre mandaté par le chef de l'État est allé porter un message d'apaisement, donnant ainsi le pas d'un
possible dialogue national inclusif qui allait être bien sûr élaboré. Pour vous, ce serait la solution magique pour en finir décidément avec ce problème? Moi, je pense qu'on n'aurait même pas dû arriver à ça. Vous savez, quand ce problème a commencé, quand cette crise anglophone a commencé, j'étais à Paris à l'époque, je m'étais fendu de plusieurs notes appelant en solution. Parce que, malheureusement, c'est comme ça. C'est dans notre ADN au Parti républicain. On réfléchit toujours aux solutions et non à la stigmatisation d'individus ou de groupes d'individus. Donc, à l'époque, la solution qu'on avait trouvée, c'était de dire que si, du jour au lendemain, un groupe de population qui vivait de manière pacifique, sans problème, se retrouve à ne plus écouter les gens qui sont censés les représenter au niveau de l'État central, puisqu'on est sur un système jacobin, centralisation de l'État, et qu'ils écoutent plutôt de nouveaux leaders qui émergent. À notre avis, on pensait qu'il fallait plutôt que l'État central amorce un dialogue avec ses leaders. Mais ce qui s'est passé, justement, comme on est dans une république du copinage... Alors, lesquels, en passant? Quel leader? Mais je veux dire, Ayoub Tabé, aujourd'hui, est emprisonné. À l'époque, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait dans ces zones-là s'il n'avait pas le soutien de la population. On est d'accord? Alors, à partir du moment où émerge un leader comme celui-là, on prend acte de la nouvelle légitimité qui s'impose et puis on discute avec eux. Mais il faut dire il faut aussi dire qu'Ayoub Tabé est resté sur une position qui est fixe. Oui, mais on a partition du Cameroun. Oui, mais on a, parce que c'est quand les choses ont pourri. Je veux dire qu'au départ, l'approche de solutionnelle qu'on devait adopter dès le départ de l'affaire, c'était de dire nous sommes sur la table avec des gens qui sont censés représenter la mosaïque Cameroun. Ça veut dire quoi? Si les populations d'un coin se plaignent, il faut tout de suite interpeller la responsabilité de celui qui les représente sur cette table centrale. Donc à partir du moment où cette personne n'est plus écoutée par sa base, on a, nous, vocation à se rapprocher des nouvelles légitimités exprimées par le peuple là-bas. On ne l'a pas fait, parce qu'on soutenait des amis, on soutenait des alliances qui n'étaient pas bénéfiques forcément pour le Cameroun. Alors présentement, ça a empiré la situation. Il y a un pourrissement de la situation. Comment est-ce qu'on en sort? On en sort. Il nous reste exactement 2 minutes. C'est une crise de représentativité, ce qui se passe aujourd'hui au nord-sud-ouest. Donc il faut juste donner le pouvoir aux niveaux leaders qui ont la légitimité populaire, qui sont reconnus par les peuples là-bas, et les écouter et les mettre sur la table des discussions. C'est avec eux qu'il faut parler aujourd'hui. On ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas entendre ce que disent les gens là-bas. Quand ils disent telle personne ne veut pas le voir et qu'on continue à envoyer cette personne, c'est comme si on faisait un doigt d'honneur à une aspiration qui est populaire. Et donc ça crée quoi? Ça radicalise les gens. C'est la situation au nord-ouest aujourd'hui, c'est la situation au niveau des diasporas, l'autisme de ceux qui nous dirigent, la majorité actuelle, c'est l'autisme de la majorité actuelle qui a allumé des feux, des foyers de tension un peu partout dans le Cameroun aujourd'hui. Morgan Palmer, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne la possibilité de dire peut-être un dernier mot, si vous avez quelque chose à dire. Regardez droit à la caméra. Alors moi j'ai été très content de cette tranche de vie ici sur HTV avec vous, Cédric. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, on s'est trop engueulé, ça nous a perdu du temps. Ce dont le Cameroun aujourd'hui a besoin, c'est que les fils du Cameroun puissent se retrouver ensemble autour d'un projet réfondateur. Et donc, tous les talents, ça permet de ramener le symbole du mérite dans notre société dont nous avons tellement besoin. Et surtout de penser aux générations d'après. Si nous, on a échoué, eh bien, donnons peut-être une chance à ceux qui viendront après nous. Ça dépasse nos simples personnes, ça dépasse nos querelles d'ego, ça place le Cameroun en superstar du projet que nous portons au jour d'aujourd'hui. Merci, cher monsieur, d'être passé par ici. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission L'Invité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 21 h avec un autre invité. Bonsoir.